Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre, le Tactica banni, première partie. Comment vont s'articuler les Tactica? Eh bien, la première partie va concerner tout ce qui n'est pas tortue et crabe, et la deuxième partie va se consacrer à nos amis les tortues et les surimi sur pattes. La troisième partie sera, je l'espère, avec un intervenant, un expert en banni, pour discuter liste, Tactica et autres coups fourrés. Donc, on commence directement avec Madog. Madog qui est, je pense, une des figures emblématiques des bannis. Il est dans le Starter Pack. Et du coup, c'est aussi une des premières figurines bannies à être sortie. Qu'est-ce qu'on a comme référence pour une des premières figues? Eh bien, 120 pièces d'or. On a un personnage qui coûte quand même assez cher et qui possède malheureusement actuellement un profil un peu faible par rapport à ce qui sort actuellement. 5 de consti, 3 de dex, 5 de force, mental 4, 4 de mouvement, 8 PA, 28 points de vie. Il a son sabre qui fait 5 dégâts, un tromblon, cadence 2, un des 5 plus de dégâts, portée 4-7 brasses. Il démarre la partie avec son tromblon chargé mais pas d'autres munitions. Sa boîte intimidation, l'adversaire effectue immédiatement un jet de morale. Et il possède 2 capacités. N de Kintor, aucun Kintor ne peut faire partie de la board de Madog. Et enroulement, Madog peut recruter n'importe quel homme de main. Une constatation sur les facochères, c'est qu'ils peuvent recruter des figurines d'autres factions. Et ça, c'est très cool, ça va donner pas mal de possibilités, justement, et d'intérêt, en fait, aux facochères. Donc, Madog, pour 120 points, on a un personnage qui a une consti et une force qui sont raisonnables, mais qui sont peut-être un peu faibles par rapport à ce qu'on pourrait voir actuellement. Un profil quand même relativement équilibré. Ces 28 PV sont intéressants. Malheureusement, il ne possède pas d'armure, donc peut-être que lui mettre une petite armure en plus, mais ça augmenterait encore son coût, serait intéressant pour augmenter sa durée de vie. C'est un personnage qui est cher, c'est un personnage qui peut sembler inintéressant au premier abord parce que justement le rapport qualité-prix est pas forcément du meilleur, le meilleur qu'on puisse avoir actuellement. Mais il faut pas oublier que Madog possède également 2 cartes de profil, 2 cartes de stratégie. La première c'est Obéi. Pendant son tour, Madog peut transférer une seule fois jusqu'à 3 PA à un allié pour qu'il puisse agir immédiatement. L'allié peut booster son jet mais ne peut pas effectuer une action qui coûte plus de 2 PA. Alors ça c'est une carte, ça coûte 16 PO, pardon. Mais c'est une carte qui est très intéressante pour certains objectifs, même pour tout en fait, le scénario et tous les objectifs, puisque on peut donner 3 PA à un allié qui agit immédiatement. Ça veut dire que vous avez la possibilité, mettons, je sais pas, vous avez un objectif que vous devez transporter, et votre allié a fini son activation en se débarrassant de l'ennemi et en empoignant l'objectif, seulement il est un peu au milieu de la table. Vous donnez directement 3 PA à l'allié pour qu'il puisse faire un mouvement supplémentaire, ou une course même. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être stratégiquement très intéressant et qui peut renverser le cours de la bataille. Si vous avez un Birgus, vous pouvez même faire 3 mouvements, puisque les mouvements des Birgus ne coûtent que 1 PA. Ça peut être intéressant. Ça peut vous sauver la mise avec des listes qui ne sont peut-être pas à proprement parler hyper mobiles, mais qui peuvent, ou alors hyper agressives. Là, votre allié peut attaquer directement. Si vous, mettons, deuxième cas de figure, si vous attaquez, enfin, si à la fin de son activation, il a malheureusement raté sa dernière attaque, ou que votre adversaire a fait un 10 sur son jet d'armure, ou je ne sais quoi, mais qu'en tout cas, il n'est pas mort, vous avez quand même la possibilité à ce moment-là de faire une attaque supplémentaire pour achever l'adversaire en question. Donc il y a vraiment des choses qui sont très importantes. En plus, il n'y a pas oh, je trouve pas mes mots. Il n'y a pas de portée. Donc ça peut être sur toute la table. Si Madog se retrouve à l'autre bout de la table, il peut donner 3 PA à un allié qui se trouve aussi à l'autre bout de la table. Donc vous avez la possibilité de faire plein de choses. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui est très intéressante, qui est très stratégique, et du coup, bon, elle coûte 16 pièces d'or, c'est peut-être un peu cher, mais pour l'intérêt stratégique du truc, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Il a également Squarer, comme vous voulez, qui est son cimetière à lui.
Le cimetière, 3 PA, 1 D10 plus 3 dégâts. Si Madog utilise Squaré, il remplace le sabre mentionné sur sa carte en cas de réussite critique, la victime souffre de saignement. Et la botte, 5 PA. Si la botte passe, les dégâts sont effectués 2 fois, soit 2 D10 plus 6 dégâts. Ça coûte 18 pièces d'or et je dois bien vous avouer que ça paraît très intéressant au premier abord. Ça remplace le sabre de Madog qui fait 5 dégâts. Il a une botte supplémentaire puisque ça n'enlève pas intimidation. Ça peut sembler intéressant, seulement voilà, ça coûte 3 PA pour taper, vous faites un D10 plus 3 dégâts, donc vous faites entre 4 et 13 dégâts. Est-ce que ça vaut pas mieux taper normalement et faire 5 dégâts à chaque fois que de taper une fois, voire 2 et de faire un dégât aléatoire? De même que la botte, elle est super intéressante. Vous dites, ouais, 2d10 plus 6, ça peut faire 26 dégâts, c'est trop bien. Ouais, mais ça peut faire 8. Et vous claquez 5 PA pour faire 8. Je trouve personnellement que cette arme, elle est intéressante si vous avez besoin d'un bourrin, mais il y a d'autres choix plus intéressants à mon avis qu'un personnage à 120 points plus 18. Du coup, elle est peut-être un peu chère. Si vous avez envie de la jouer, jouez-la, hein, bien entendu. Mais je trouve qu'il y a mieux à faire de 18 pièces d'or, pardon, que d'acheter cette arme à Madog. Madog qui, ben, on va revenir un peu sur le profil, qui ne va pas forcément rester très longtemps en vie. Hein. Il n'a pas une constitution énorme, il n'a pas d'armure. C'est quelqu'un qui tape relativement bien, mais encore, c'est pas folichon. Donc voilà, Madog c'est un personnage un petit peu mitigé, il était bien à l'époque, maintenant je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il peut apporter dans une compo bannie. Cependant, ça n'est pas un personnage inintéressant pour autant. Sa carte Obéi est très intéressante, et également sa deuxième capacité spéciale qui est Enrôlement. Madog peut recruter n'importe quel homme de main. Alors les hommes de main, c'est les Sundar et les bannis. En banni de mémoire, il n'y a encore pas d'hommes de main qui sont sortis. Et chez les Sundar, les seuls qui sont sortis, c'est les loups de mer. Mais les loups de mer sont une excellente recrue. C'est vraiment une des recrues très très intéressantes. Le loup de mer 1 qui peut amener justement une facilité à détruire les objets et à crocheter puisqu'il a sa capacité spéciale. Le loup de mer 2 qui peut amener justement de la longe et d'autres stratégies dans la bande pour pas si cher que ça. Donc si vous avez peut-être des points à combler, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, Madog c'est un personnage, il est pas bon mais il est pas mauvais, il apporte des choses très intéressantes pour un coût qui est malheureusement un petit peu trop élevé selon moi actuellement. C'est un personnage, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'une armure c'est pas du luxe. Même si c'est juste la petite armure, vous avez au moins la possibilité de faire un 10 sur le dé et d'annuler les dégâts, ou alors de supprimer un petit dégât. La poudre et les balles sont très intéressantes. Ça vous permet de tirer plusieurs fois avec le tromblon. Tromblon qui au final, Madog tire pas super bien, hein, on va pas se mentir, dextérité 3, voilà. Mais ça fait quand même un D5 plus 2 dégâts. Vous avez tout à fait la possibilité de lui acheter des balles supplémentaires. Et comme pour Tucket, on reste dans les Sundar, ça peut amener un personnage qui devient du coup intéressant, pas forcément obligé d'aller se mettre en danger au corps à corps, mais qui peut bouger, donner son ordre obéi et amener de la diversité. C'est pour ça que, voilà, Madog pour moi c'est un personnage que je sais pas trop. À voir quelle liste j'ai envie de faire, à voir quelle idée j'ai envie de mettre dans la liste que je veux faire. Donc c'est un personnage, de temps en temps oui, de temps en temps non. Je me pose beaucoup de questions avec Madog. Quand je dois faire une liste bannie, je le sors pas souvent. Parce qu'il y a d'autres choix que je préfère maintenant avec les bannis. Mais c'est un personnage qui vaut la peine qu'on y réfléchisse, tout en connaissant ses limites et ses faiblesses, parce que ça c'est vraiment important. Il en a pas mal. Les 8 PA également, pour un personnage à 120 points, c'est un peu embêtant. Mais vous avez la possibilité d'avoir un personnage qui est très intéressant stratégiquement, mais pour un coût qui est quand même relativement important. Et en parlant de coût, on va parler de Carpophorus. Deuxième figurine à sortir avec 150 pièces d'or au compteur. Qu'est-ce qu'on a? On a un tasson. Consti 7, dextérité 5, force 6, mental 4, 5 de mouvement, 9 PA, 30 PV. Son encre de marine, 3 PA, des 5 plus 4 dégâts. En cas de réussite critique, la victime est assommée. Le tourniquet, qui est sa botte,
pour 6 PA. Touche tous les adversaires à 2 brasses de distance, les défenses sont séparées, un des 10 plus 4 dégâts sur chaque adversaire ayant raté sa défense. Le spécial, il peut manier des armes à 2 mains avec une seule. Alors, Carpo, c'est pas du léger. Quand on a vu sortir la figurine, on s'est dit, waouh, elle est vraiment énorme. On a là, normalement, un personnage qu'on va naturellement comparer avec Gustave. Pourtant, il n'y a aucune raison, à part les 150 pièces d'or. Mais bon, Consti 7, Force 6, Dextérité 5, Mental 4, on a un profil qui est très bon, vraiment très bon. 5 de mouvement, ça vend du rêve. 9 PA, c'est très bien. 30 PV, c'est parfait. L'encre de marine, ça coûte 3 PA, mais ça fait un des 5 plus 4 dégâts. La réussite critique qui fait que la victime est assommée, ça, ce n'est pas négligeable non plus. Sabot, qui est vraiment, qui est à mon sens extrêmement bonne. Puisque à 2 brasses de distance, c'est comme s'il avait allonge. Vous faites votre tourniquet, vous touchez tous les adversaires. Alors évidemment, s'il reste qu'un seul adversaire sur la table de jeu, c'est pas intéressant. Hein. Mais par contre, si vous avez déjà juste 2 adversaires à porter, ça veut dire que chaque attaque, entre guillemets, coûte 3 PA, ce qui équivaut le coût d'une botte normale. Et il commence quand même à 11 avec sa botte, ce qui est clairement pas dégueulasse. Il commence à 12 quand il tape avec son encre, donc la dextérité n'est pas... Enfin, d'habitude, dans ces figurines-là, la dextérité est un petit peu moindre. Mais là, non, il a carrément 5 de dex. C'est vraiment très bien. Il peut manier les armes à 2 mains avec une seule, donc ça, c'est vraiment très bien. Surtout parce que ça vous permet d'avoir une main pour les objectifs, pour autre chose. Ou alors pour porter un bouclier, si vous avez envie. Et du coup, c'est pas mal du tout. Il y a également 2 cartes stratégiques qui sont à mon avis pas très... Enfin, je vais vous les décrire, on en regardera après. Le talisman du clan qui coûte 15 pièces d'or, arraché à un grand chef tuléen. Ce puissant artefact, entraîne les trappeurs et les chasseurs à sa suite. Il peut les recruter comme s'ils étaient bannis. Lorsqu'il devient amiral de flotte, ce talisman a en plus l'effet d'une mascotte, mais il ne peut pas en acquérir un autre. Je passe à la deuxième directement. Descendant du sanguinaire, lorsque Carpo se spécialise dès le début de la campagne en chef de guerre, il peut choisir une compétence niveau 2 au lieu de niveau 1. Lorsqu'il devient amiral de flotte, il gagne automatiquement les compétences terreur niveau 2, la compétence terreur niveau 2, pour 4 pièces d'or. Alors, les 3/4 de ces trucs sont utilisables en campagne uniquement, donc je ne vais pas aborder le sujet. Par contre, on va revenir sur le fait qu'il peut engager des Tuléens, et ça c'est pas mal du tout. Les Tuléens étant des figurines au niveau des trappeurs et des chasseurs qui sont pas très chers, qui peuvent amener justement au niveau des trappeurs, qui peuvent amener pas mal de trucs, du saignement, plein de petites attaques pour 50 pièces d'or. Ça peut être intéressant. Si vous voulez faire une compo un peu atypique, vous pouvez prendre Carpo et 2 trappeurs par exemple. C'est une combo. Enfin, les trappeurs par 2 marchent très bien. Ça vous fait quand même 250, 265 points pour les 3 figurines. Mais ça peut être intéressant d'avoir justement ce type de compo là. Puisque les trappeurs vont déjà un peu surprendre votre adversaire, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'on peut voir des Tuléens avec des bannis, mais également vous apporter du saignement, ou alors le trappeur avec le gourdin peut assommer ses adversaires. Ça peut vraiment être intéressant de changer un petit peu la stratégie. Mais en soi, Carpo se suffit à lui-même. Les 15 pièces d'or du talisman sont quand même un investissement conséquent sur une figurine qui en vaut déjà 150. C'est un tasson qui peut réaliser des objectifs parce qu'il a une bonne dextérité, il a un bon mental, il a une force qui est quand même très agréable pour passer des attaques, une constitution qui lui permet de ne pas forcément garder 65 000 PA pour la défense, mais il n'a pas d'armure et ses 30 PV finiront quand même par diminuer grandement. Alors au niveau de ce que je lui mettrais personnellement, c'est des viatiques. Ou alors, sur une figurine de votre bande, des cataplasmes. Ça tombe bien, il y a un Birgus qui a des cataplasmes, justement. Pour éviter qu'il souffre du poison, parce qu'il va être clairement la cible de toutes les attaques adverses. Puisqu'il est quand même hyper imposant sur la table. Quand on voit le personnage, on sait qu'il va faire mal. On sait qu'il peut taper très très fort. Certains vont peut-être dire, oui, mais l'encre de marine, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de le changer pour une arme qui, disons, taperait à 2 PA? Oui, c'est envisageable.
C'est pas complètement dégueulasse de penser au point américain. Du coup, je sais pas tellement si le tourniquet marche encore avec le point américain. Ça me paraît peu probable qu'il fasse un tourniquet avec le point américain et du coup il touche 2 brasses de distance tout le monde. Mais le point américain, si vous voulez vraiment en faire un tasson qui tape, 7 dégâts à chaque coup de poing, c'est clairement pas négligeable. Mais une fois de plus, ça va rajouter 12 pièces d'or à votre personnage. Donc faites attention à ce que les ennemis ne vous focusent pas trop. Et qui gère un petit peu les menaces. Carpo, c'est un peu un tout en un. C'est pour ça aussi qu'il coûte 150 pièces d'or. C'est qu'il peut à peu près tout faire. Il a le profil pour faire tout ce qu'il veut. Quand il combine 2 de ses caractéristiques, il démarre à 10 minimum s'il fait dextérité. Je compte pas le mental parce qu'il est pas magicien. Mais du coup, il est vraiment très très bon. Et il coûte par contre un bras. Ça va justement être un choix à faire puisque les bannis, à part certaines figurines très précises, comme Spike par exemple, bah, il coûte quand même un petit peu. Ah non, il y a le bébé Rotuma. Ouais, non, il y a moyen de faire quelque chose. Non, il y a moyen de le sortir dans une compo bannie et dans une compo intéressante. Seulement, sachez que en face, votre adversaire, il va voir la figurine sur le terrain. Il sait à quoi s'attendre. De même que ça reste une figurine sur socle de 40 mm. Attention, parce que avec le format 500 points, avec les colosses et les montures, eh ben, Carpo reste quand même un petit piéton fragile face aux divers colosses. Et même son force de 6 ne l'empêchera pas d'être ceinturé par un colosse, maravé sans qu'il puisse se défendre, et la perte de ses PV qui va le mener jusqu'au décès. Pourquoi pas une armure aussi? Voilà. Carpo, c'est un petit peu la version améliorée de Madog, sauf le côté stratégique avec la carte Obéi. Puisque vous avez une figurine qui coûte un peu plus cher, qui a un profil nettement meilleur selon moi que Madog, enfin nettement meilleur, disons que pour 30 points on sent vraiment la différence dans le profil, et du coup à réfléchir, ça peut être intéressant. Adjointe des Tuliens peut être intéressant au niveau de la stratégie que vous voulez adopter, parce qu'il n'y a pas de limite au nombre de Tuliens que vous pouvez engager. La seule limite qu'il va y avoir, je pense que ça va être la limite des Tuliens proprement dit, c'est-à-dire 5 pour les trappeurs et j'ai pas de tête pour les chasseurs, mais voilà. Et donc du coup, à réfléchir à comment vous voulez orienter votre liste. Madog et Carpo, c'est vraiment des figurines, quand je fais une liste bannie, j'y réfléchis. Et malheureusement, souvent, je ne les prends pas parce qu'elles sont trop chères par rapport à ce qu'elles pourraient faire. Je pense qu'on en discutera principalement à la partie 3. Mais Carpo, je m'attarde un peu plus dessus parce que ça vaut peut-être la peine d'avoir une force de frappe de cette ampleur et d'avoir un personnage polyvalent pour justement réaliser les objectifs. De même que si vous décidez de partir sur des Birgus, il faut savoir que les Birgus n'ont pas forcément tous des mains. Et du coup, avoir un personnage... Et surtout les Rotuma également, enfin les tortues n'ont pas de main. Donc ça peut être intéressant d'avoir un personnage qui, avec une arme à 2 mains, a quand même encore une main disponible pour gérer les objectifs. Donc il y a ça à prendre en compte avec les bannis qui est un petit peu une spécificité de la liste, enfin de la bande bannie. C'est que vous avez pas mal de figurines qui n'ont pas de main. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de prendre en compte ce genre de choses, puisque si vous n'avez pas de main, certains objectifs sont complètement irréalisables, et du coup, vous avez perdu de facto. Donc, Carpophorus, un personnage intéressant, un personnage qui coûte cher, mais un personnage qui peut se rentabiliser et qui peut vraiment apporter un plus dans votre liste, à réfléchir également sur comment vous allez l'utiliser. Troisième et dernier facochère, Flint Puckle, à mon avis, le choix le plus intéressant. Constit 4, dextérité 4, force 4, mental 5 pour 104 pièces d'or, un profil très équilibré. 4 de mouvement, 8 PA, 26 PV. Il a son hachoir qui fait 4 dégâts saignement, ça c'est gratuit. Flint, le Juckle, 4 PA, 1d5 tir, cadence 2, 1d5 plus 1 dégâts par tir, portée 4-8 brasses, recharge 4 PA. Les tirs se résolvent séparément en choisissant la cible. En cas d'échec critique, 1 uniquement. Le tromblon s'enraye à la fin de la phase de tir de Flint et sa recharge coûte 8 PA. Spécial, Flint Puckle peut recruter des serviteurs Orenok. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que Flint est le plus intéressant des facochères? Tout simplement parce que, bon, déjà on a un tireur qui est clairement drôle. La figurine est super sympa, en passant. Mais c'est surtout ses capacités spéciales à avoir des serviteurs Orenok.
qui fait que je trouve que c'est, à mon avis, le facochère le plus intéressant du tas. On reviendra sur cette capacité à la fin. Donc, son profil est relativement classique, enfin basique, il a des 4 partout, 5 de mental. 8 PA, voilà, c'est pas folichon, mais en attendant, pour 104 pièces d'or, c'est encore envisageable. 26 PV, il a pas d'armure, donc attention, mais comme il n'a pas vocation d'aller automatiquement fighter au corps à corps, c'est pas forcément trop grave. Le hachoir, 4 dégâts saignement, moi je trouve que c'est une arme qui est hyper rentable. En plus il tape pas trop mal, je trouve que c'est tout à fait bien. Et surtout sa Gatling, quoi, son arme de tir est vraiment excellente. Alors oui, vous avez entre 1 et 5 tirs. Si vous faites un tir, ça vous coûte 4 PA, c'est un peu dommage, mais voilà. Par contre, si vous faites 2 tirs, vos tirs, ils vous coûtent le prix d'un tir normal. Donc vous avez assez peu de chances de ne pas être rentable avec ça. Cadence 2, donc ça veut dire qu'il peut quand même faire 2 fois un des 5 tirs pour 4 PA. C'est-à-dire, bon, là, il peut plus rien faire d'autre, mais en attendant, il peut quand même faire jusqu'à 10 tirs. Alors, j'ai fait une fois 10 tirs en une partie. C'est un peu puissant quand même, hein. On apprécie de faire les 10 tirs. 1 des 5 plus 1 dégât par tir, c'est une arme de tir classique, ça c'est bon. La portée 4-8 bras, c'est raisonnable aussi. Le rechargement 4 PA, ça peut paraître cher, mais c'est pas tant que ça par rapport à ce que fait l'arme en question. Les tirs se résolvent séparément en choisissant la cible. Ça veut dire que vous pouvez changer de cible à chaque fois. Vous faites les tirs comme vous voulez, ce qui vous apporte quand même une grande souplesse, puisque vous tirez sur une figurine, vous dites ah bah là j'ai peut-être, elle s'est mise à couvert parce qu'elle a fait une esquive, du coup je vais pas tirer sur celle-ci, ou alors il y en a une qui est écrantée, mais du coup vous butez l'écran, puis ensuite vous pouvez tirer sur celle de derrière. Non, c'est très intéressant, son arme de tir est vraiment hyper polyvalente. En cas d'échec critique, ma foi, vous rechargez sur 8 PA, mais il y a évidemment des solutions, parce que oui, Flint Puckle est rempli de solutions plus que de problèmes. Et il peut recruter des serviteurs Orenok. L'avantage de ça, justement, par rapport aux deux autres, qui sont quand même assez limités, puisque Madog, c'est les hommes de main Sundar, et il n'y en a que 2. Carpo, c'est également 2 profils différents. Chez les Orenok, il y a une craquée de serviteurs. Vous avez les Dodgers, vous avez les Pogon, vous avez Tramé, Kuba, bref. Vous avez bien assez de choix, et du coup, ça va vous permettre, avec Flint, de faire une compo. Déjà, vous avez votre tireur qui va pouvoir gérer comme il faut les attaques à distance. Et vous avez aussi la possibilité de prendre ce qui vous manque dans votre liste. Si vous avez besoin d'un personnage d'une figurine rapide, vous avez le Dodger. Si vous avez besoin d'un personnage qui tape mais qui est pas trop cher, vous pouvez prendre le Pogon. Vous avez besoin d'un filet ainsi que de dégâts insoignables, vous avez Tramé et Kuba. Enfin, vous avez la possibilité d'être extrêmement polyvalent et extrêmement souple. De même que si vous dites à votre adversaire, voilà, je vais jouer Flint, il ne saura pas forcément qu'est-ce que vous allez vraiment jouer avec, puisque vous avez énormément de possibilités. Vous avez tout ce qui est banni de base, mais vous avez aussi une craquée de serviteurs Orenok. Alors si vous dites que vous jouez Flint, il y a des chances qui sentent venir le truc en disant il va prendre un ou deux Orenok, mais vraiment je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vraiment le facochère le plus intéressant des trois à mon avis, celui qui offre le plus de possibilités et celui qui est le plus intéressant à poser sur la table, aussi parce que son coût n'est pas complètement exorbitant. Au niveau des équipements que vous pourriez lui donner, alors la potion de dextérité pour que quand il fasse sa phase de tir, ça se passe mieux, c'est pas trop mal. Le gris-gris pour relancer l'échec critique sans claquer des PA, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une armure éventuellement, si vous voulez l'envoyer un peu plus au corps à corps. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Changer son arme de base, pour moi, serait du gâchis, parce que le hachoir est vraiment très bien. Je trouve que c'est une arme qui... 4 dégâts saignement, c'est top. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je réfléchis... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? J'en sais trop rien. Viatique, pourquoi pas. Cataplasme. Peut-être un peu moins les cataplasmes, puisque ça va être lui qui va être pris pour cible. Donc, viatique et cataplasme sur un des autres,
des autres membres de sa bande. Voilà à peu près qu'est-ce que j'ai en tête là actuellement. Il faudrait que je fasse, quand je fais les Tactica, une liste des équipements exhaustive pour me dire, tiens, je pourrais mettre ça dessus. Vous avez la potion d'éther également qui pourrait être assez drôle, puisque vous balancez vos tirs, ensuite vous devenez éthéré. Le tour d'après, vous rechargez, vous rebalancez des tirs. Pourquoi pas? Au final, la potion d'éther, c'est jamais une potion perdue. Réfléchissons. Je n'ai pas plus d'idées que ça. J'ai pas tous les équipements en tête non plus, mais je crois que dans les équipements qui peuvent lui être intéressants, c'est pas mal. On regrettera quand même qu'il soit pas magicien. Avec le 5 de mental, ça aurait pu être cool. Mais quoi qu'il en soit, Flint est un excellent choix. C'est vraiment une figurine que j'aime énormément. Et du coup, on va passer à son mate, qui est Spike. Et bizarrement, la somme des deux, ça fait 130 PO. On se dit, oh là là, est-ce qu'il y a Anguille sous roche? Et Spike, alors 26 pièces d'or, c'est vraiment le briscard au rabais. Consti 2, dextérité 4, force 2, mental 5, 4 de mouvement, 8 PA, 12 PV. Je pense que ça fait partie des figurines qui ont le moins de PV. Il me semble que les Pogons ont même plus de PV que lui. Le pistolet à silex, cadence 2, 4 dégâts, portée 4-7. Assistant mécano, si Spike est dans la zone de contrôle de Flint, il peut dépenser une partie de ses PA pour recharger Junkle ou la réparer en cas d'enrayement. Et c'est à ça qu'il sert, hein, on va pas se mentir. En boule, Spike a 3D pour sa prochaine défense. Lorsqu'il se met en garde, de plus, s'il rate un jet de morale, il se met automatiquement et gratuitement en boule. Spike. C'est un personnage que quand je joue Banni, je l'utilise relativement... Enfin, quand je joue Banni et Flint, je le joue relativement souvent. Puisqu'il est hyper utile pour Flint, en fait. Tout simplement pour ça. Pour 26 points, vous avez grosso modo la recharge gratuite de l'arme de tir de Flint. Spike a également un pistolet à silex, donc il peut aussi tirer. Il a une dextérité de 4, ça fait un tireur tout à fait raisonnable. Un mental de 5, il n'y a pas de souci. 4 de mouvement, voilà. Spike est vraiment un très bon briscard par rapport à son coup. La constite de 2 et la force de 2 sont pas dégueux pour 26 points. Je rappelle quand même que Nabeshima en fait 60 et qu'il a une force de 1, hein, s'il vous plaît. Et surtout, il a assistant mécano qui permet de recharger l'arme ou alors carrément de la réparer. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Puisque du coup, Flint peut tirer 2 fois à chaque tour. Et ça va mitrailler dans tous les sens. Et vous avez en boule qui est une capacité vraiment très forte. Puisque utiliser 2 PA systématiquement, à moins que vous répariez Junkle, pardon. Utilisez vraiment en garde de base, puisque vous avez 3 dés pour votre prochaine défense. Ça peut être un contre, une esquive ou une défense classique. À 3 dés, normalement, vous êtes à peu près safe sur cette défense-là. S'il rate son jet de morale, il se met également en boule de base. Non, vraiment, Spike est un excellent ajout à Flint. Au final, les deux ensemble, ça fait 130 pièces d'or. Vous avez 2 briscards, vous avez 16 PA. Vous ne perdez vraiment rien à prendre Spike avec Flint. Si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière, j'imagine, mais c'est vraiment un truc où moi, je le fais systématiquement. De même que Spike peut venir en aide à Flint si vous lui mettez, par exemple... un cataplasme, bêtement. Vous laissez Spike derrière Flint ou assez proche de lui pour venir appliquer un cataplasme à Flint si jamais il est empoisonné ou s'il a besoin de points de vie. Ça peut vraiment être le soutien idéal pour le facochère. Et du coup, ça en fait une team qui est vraiment très intéressante à jouer. En plus de toutes les qualités que j'ai pu citer à Flint juste avant. Vraiment, vraiment très intéressant comme personnage. Lui mettre une arme de corps à corps n'est pas très rentable, voire pas très utile du tout. Je suis en train de réfléchir. Si vous faut vraiment mettre un truc, essayez de mettre un stylet. Ça fait des dégâts insoignables de mémoire ou saignement, je sais plus, mais il y a un effet sur le stylet. Si vous voulez vraiment que Spike aille au corps à corps, voilà. Après, il a quand même une dextérité de 4. Hein. Les coups de pied, c'est toujours faisable. Ok, il fera 2 dégâts, mais en attendant, vous faites dext contre dext. Du coup, sur certaines figurines, ça peut marcher. Je pense notamment à une des dernières sorties Kintor, qui est Igoré. Spike peut lui mettre des 2 dégâts sans que Igoré puisse vraiment riposter énormément. N'oubliez pas qu'il y a des actions qui
qui sont des actions offensives, mais qui ne sont pas une simple attaque-défense. Vous avez le coup de boule et vous avez les coups de pied. Spike se débrouille très bien en coup de pied, il fait pas d'énormes dégâts, mais en même temps on parle d'un hérisson, là, on parle pas non plus de facochère. Et ça peut vraiment être très très intéressant pour que vous puissiez un petit peu vous défendre, ou alors si vous voulez vraiment attaquer. Voilà, donc je pense que Spike se suffit à lui-même, entre guillemets, au niveau des équipements. Il n'a pas besoin d'autre chose. Pensez soutien, et je pense que vous pouvez très bien en trouver des utilités à ce petit personnage qui est très très sympa et qui va très bien avec Flint. On passe à Marten. Marten, le sniper du groupe, 64 PO, Consti 2, Dextérité 5, Force 2, Mental 4, 5 de mouvement, 9 PA, 18 PV, Dague 3 dégâts, Mousquet 3 PA, Cadence 2, 1 des 5 plus 3 dégâts, portée 6-12. Spécial, Marten se sert de son mousquet comme d'une perche, il utilise des x2 pour se désengager et l'équipement bourse de plomb. Marten a suffisamment de plomb pour recharger son mousquet pendant toute la partie. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'est noté? J'imagine qu'à l'époque c'était pas forcément évident que tout le monde ait assez de munitions. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un équipement qui est là pour vraiment indiquer qu'il a automatiquement assez de plomb. Qu'est-ce qu'on a? 64 PA, on a un excellent tireur dextérité 5. Évidemment, il n'est pas fait pour le corps à corps, vous l'aurez remarqué. Sa petite dague à 3 dégâts, c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment si vous avez plus que ça pour une raison incongrue et bizarre. Le mouvement de 5 lui permettra d'éviter un maximum les corps à corps et les zones de conflit, sans pour autant le mettre réellement à l'abri. Briscard, c'est une petite table, donc si quelqu'un veut venir vous chercher, il y a de fortes chances qu'il y arrive sans trop de problèmes si vous n'avez pas pris les précautions pour protéger un minimum Marten, ou si la table n'a pas 3 ou 4 étages différents avec des limitations au niveau du mouvement, vous risquez quand même de finir au corps à corps. Mais l'avantage c'est qu'il se désengage sur des x2 et il commence quand même à 10, qui n'est pas un mauvais score de désengagement. L'intérêt de Marten, c'est que c'est un bon tireur. Il fait un D5 plus 3 dégâts, cadence 2. Vous pouvez donc tirer 2 fois, recharger et être prêt pour le tour d'après à refaire des cartons. Il n'y a pas grand chose à dire sur Marten. Les bannis ont beaucoup de tireurs. Notamment dans la prochaine vidéo où on va évidemment parler de leur force, c'est-à-dire une grande quantité d'artillerie, mais entre les mousquets, entre les pistolets à silex, je pense qu'il y a quand même une très très grande proportion de tireurs. Je me demande si c'est pas la liste où il y a le plus de tireurs en fait. Enfin bref, la bande où il y aurait le plus de tireurs, mais c'est un personnage qui est intéressant si vous ne voulez pas forcément jouer Flint, qui lui aussi est un excellent tireur, ou si vous voulez vraiment faire une liste tir basée sur des dégâts à distance. Marten est un bon choix. C'est une figurine que je trouve très sobre au niveau de la réalisation, mais très très belle. Vraiment, elle a son charisme à elle. Et c'est une figurine que j'aime beaucoup voir sur une table de jeu. C'est une figurine qui malheureusement ne résiste pas, donc c'est clair que si vous vous faites charger... Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, j'ai souvenir d'un Marten qui s'est fait charger par Senglou. Du coup, le pauvre s'est pris 3 coups de poing et mais très vite passé de l'autre côté voir ses ancêtres. Le problème qu'il possède également, c'est son 6 de morale. Dès qu'il va franchir la barre des 10 PV, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc attention, la racine de Mandragore, pourquoi pas, ça peut vraiment être très important. Dans les autres équipements, la potion de dextérité, vu que c'est un tireur, donc pourquoi ne pas augmenter un petit peu ses chances de toucher. À part ça, je vois pas tellement quoi d'autre. Vous pourriez en faire une espèce de soutien, mais un soutien à 64 pièces d'or, à réfléchir. Comme il va éviter le corps à corps, viatique ou cataplasme, s'il se prend des tirs... Enfin, viatique pour lui-même, s'il se prend des tirs en face, ou cataplasme, si vous avez envie d'aller soigner quelqu'un... avec son désengagement facilité, on va dire, et avec son grand mouvement, ça peut être intéressant justement de lui mettre des cataplasmes pour aller soigner le poison et pour rendre des 5 PV. Il y a moyen d'en faire des choses, c'est un personnage que je trouve intéressant. Il est dans la gamme de prix, 64 pièces d'or, c'est pas dégueu. Voilà, c'est une figurine intéressante, à voir ce que vous voulez en faire.
C'est clair que en banni, on aura quand même tendance à... Enfin, je connais beaucoup de gens qui ont tendance à jouer plutôt une quasi-full Birgus ou une quasi-full Tortue. C'est pas une figurine que je vois très souvent, et pourtant c'est une figurine qui peut apporter pas mal. Dans une compo bannie, vous le mettez sur un perchoir. 6-12 brasses, ça fait des portées extrêmement longues pour le fusil avant qu'il perde de son... Enfin, qui perdent son efficacité en dégâts. Ça peut vraiment être une figurine très très intéressante. Réfléchissez bien, parce qu'il coûte pas si cher que ça. Et il peut valoir la peine, à la place de prendre un Birgus supplémentaire, pourquoi pas Marten et de l'équipement. C'est un choix qu'il vous faudra faire en fonction de l'orientation de la liste et de ce que vous voulez avoir. Et on passe un petit peu à l'extraterrestre du tas, Zanbao, 65 pièces d'or, consti 3 dextérité 5, force 3, mental 4, 6 de mouvement, 8 PA, 20 PV, une armure, 0,5-2, c'est une bonne armure, 5 cases de vie, le gun, le bâton long, allonge 1 des 5 plus 1 dégâts, les 1 ne sont pas des échecs critiques en attaque. Sa botte... Jetto, je sais pas tellement comment on dit, pardon d'écorcher le nom de la botte. 6 dégâts, réussite critique plus 1 dégât, repousse l'adversaire d'une brasse. Zanbao peut être recruté par les Maok, oui, on se serait douté un petit peu. Et grâce féline, Zanbao ignore les malus de grimper et les jets de réception au-dessous de 3 brasses de hauteur. Alors Zanbao, c'est un petit peu, j'ai dit, l'extraterrestre du tas. Puisqu'on a une figurine qui a 6 de mouvement, on a une figurine qui est basée vraiment sur la dex, on a surtout une figurine qui a allonge, et c'est clairement pas négligeable dans une liste où les mecs ne sont pas forcément des foudres de guerre. Le petit soutien un peu partout et le contrôle de zone, c'est vraiment très important. Les 1 ne sont pas des échecs en attaque, ça c'est toujours bon à prendre, on va pas cracher dessus. Sa botte est très intéressante, puisque déjà elle fait 6 dégâts, la botte elle commence quand même à 8, c'est pas dégueu au niveau de la... au niveau du départ de son attaque. En cas de réussite critique, c'est plus 1 dégât, mais surtout, ça repousse l'adversaire d'une brasse, et ça, c'est pas mal du tout. Zanbao, bon, recruté par les Maok, ça, à la limite, on s'en fiche, on reparlera peut-être de ça quand on fera le tactique à Maok. Et grâce féline, elle ignore les malus de grimper et les jets de réception au-dessous de 3 brasses de haut, et ça, c'est pas mal. Alors, ça dépend évidemment sur quelle table de jeu vous jouez, mais si vous avez une table de jeu un peu structurée avec des hauteurs, des sauts, etc., Zanbao, elle va vous permettre de profiter pleinement des positions surélevées. Elle peut monter sans utiliser de mouvement supplémentaire, enfin sans malus de grimper. Du coup, ces 6 de mouvement sont très très pratiques pour aller se positionner comme il faut. Et son allonge de 2 brasses, bah, ça marche aussi pour taper en contrebas. Donc vous pouvez très bien filer des coups de bâton sans que votre adversaire riposte. Si elle est prise au corps à corps, rien ne vous empêche de repousser l'adversaire avec votre botte, et ensuite soit de foutre le camp, soit de lui mettre des coups sans qu'il puisse riposter et faire de contre-attaque. Zanbao est un personnage hyper intéressant dans les listes bannies, c'est un personnage vraiment atypique, elle va vous amener beaucoup de choses que les autres n'auront pas, et ça va vous permettre de faire un petit peu évoluer votre stratégie. De même, elle a une bonne dextérité et un bon mental qui vous permettent de gérer certains objectifs. Son grand mouvement, et je mets grand entre guillemets, parce que quand on va parler des Birgus, on va voir qu'au final, un Birgus va à peu près aussi vite que Zanbao, même s'il a un mouvement 2 fois moins important. Va surtout lui permettre de profiter du fait de grimper, ou par hasard, si vous avez un scénario où vous avez justement des malus de mouvement, si vous perdez 1, ou si vous êtes sur du sable, que vous perdez encore 1 de mouvement, elle va pas avoir trop de problèmes à se déplacer, tandis qu'un Birgus, par exemple, aura beaucoup plus de mal. C'est vraiment un personnage que j'aime bien, j'aime énormément sa botte, parce que repousser l'adversaire de une brasse, ça veut également dire pouvoir gérer comme il faut les zones. Vous avez un adversaire qui vous embête, mais il est au bord d'une falaise, pouf, la petite brasse qui le fait tomber. Vous êtes au corps à corps, ou alors plusieurs de vos adversaires sont au corps à corps, ils se donnent du soutien mutuel, vous faites la botte, si elle passe, évidemment, vous avez la possibilité de pousser l'adversaire et du coup il ne donnera plus son soutien. Vous avez également la possibilité d'éloigner encore plus un adversaire, parce que... Non, là je dis de la merde parce que la botte n'a pas allonge en fait. Donc non, vous avez la possibilité vraiment
de gérer aussi la position par rapport à un objectif. Souvent, les objectifs de jeu, vous ne pouvez pas les réaliser si vous êtes dans la zone de contrôle d'un briscard adverse. Et ben là, Zenbao, elle arrive, pouf, elle pousse le truc. Enfin bref, cette botte-là, juste le fait de repousser l'adversaire, c'est vraiment très puissant. Il faut réfléchir un petit peu à la façon dont vous allez l'utiliser, mais ça peut changer toute la game si vous arrivez à bien positionner le pouce-pouce. Encore plus si vous arrivez à faire chuter votre adversaire après. Ça, c'est que du bonheur. Les jets de réception également en dessous de 3 brasses, enfin qui ne sont pas faits en dessous de 3 brasses, c'est assez pratique pour prendre des raccourcis. Sur certaines tables, il y a justement des sauts à 2 brasses et demi ou ce genre de choses-là. Ben là, vous n'avez pas de jet de réception à faire. Les jets de réception qui sont quand même assez punitifs, c'est facilement un des 10 dégâts avec un seuil de difficulté qui est quand même pas mal élevé. Donc, avec elle, vous pouvez prendre des petits raccourcis. Vous pouvez vraiment faire des choses très très intéressantes avec Zenbao. C'est une figurine que j'aime énormément, vous l'aurez compris. Bien, j'espère... pardon, j'ai pas passé à l'équipement de Zenbao, désolé. On va, avant de clôturer ça, on va passer à l'équipement. Il n'y en a pas. Merci d'avoir... ouais, il n'y a pas besoin forcément d'équipement. Son grand mouvement peut être intéressant parce que vous allez vous dire, bon, je mets 2 cataplasmes, mais du coup, elle va se balader en soignant les gens. Ça reste toujours du domaine du possible. On va venir à la potion de force parce que du coup, elle pourra taper un peu mieux, elle passera sa botte un peu mieux, elle donnera des coups, voilà, avec 4 de force, pourquoi pas. C'est un personnage que vous pouvez lui mettre un peu n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'équipement supplémentaire. Ça aussi, c'est important de le dire. Je vois pas d'équipement fondamentalement important pour elle. Donc, en soi, il n'y a pas de raison pour s'attarder forcément dessus. Peut-être la racine de Mandragore pour éviter si jamais vous perdez vos PV. Si jamais vous devez faire le jet de morale et que vous le ratez, vous pouvez utiliser une racine pour éviter justement d'être prostré un tour. Pour un personnage stratégique qui a besoin de bouger pour être à l'aise, ça peut être important, la racine de Mandragore. Ça peut lui permettre de se sauver et de, du coup, sauver un petit peu votre game. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, du coup. Évidemment, si vous avez d'autres avis, des idées supplémentaires, etc., n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.